Comment Pikachu s'est retrouvé sur des sacs Longchamp. À première vue, ça peut paraître un peu random, un simple crossover entre une marque de mode et un animé. Mais en réalité, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus profond sur les animés et même sur la manière dont on perçoit le monde. Parce qu'aujourd'hui, les animés ne se contentent plus seulement d'influencer la pop culture, ils influencent aussi la mode, le luxe et même la manière dont on perçoit les corps. Et ça, on le remarque pas toujours. Parce que quand on regarde un animé, on pense souvent que les vêtements sont là pour le style, pour rendre le personnage iconique et reconnaissable, mais en réalité les vêtements racontent des choses. Ils construisent des identités et parfois même ils imposent des normes. Et c'est exactement ça qu'on va décrypter aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau Fit and Fact, la mode dans les animés. Quand on parle de mode dans les animés, il y a un élément qu'on ne peut pas ignorer, le corps. Par exemple, le personnage de Nami dans One Piece voit son corps énormément changer au fil du temps. Au début de l'histoire, son design est assez simple, mais plus l'histoire avance, plus son corps est accentué. Sa silhouette devient complètement irréaliste, avec des proportions complètement exagérées, elle passe littéralement d'un bonnet A à un bonnet E en quelques épisodes, et ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Dans beaucoup de mangas, les personnages féminins sont décrits avec une forte poitrine, une taille qui est très marquée et de longues jambes. Ce ne sont évidemment pas des corps réalistes, ce sont des standards, et ces choix ne sont pas neutres. Dans l'industrie, il y a un terme pour parler de ça, on parle de fan service. C'est-à-dire que ce sont des choix visuels qui ont été faits pour attirer l'attention, notamment donc ça passe à travers le corps, et dans la plupart des cas ça concerne un regard qui est plutôt masculin, donc on parle de male gaze. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette sexualisation, elle n'est pas toujours frontale. Parfois elle est un petit peu plus subtile, avec par exemple le kawaii esthétique. Le kawaii, c'est tout ce qui est mignon, c'est l'innocence, c'est l'enfance, mais en réalité, c'est ambigu. Parce qu'il y a beaucoup de personnages avec des visages qui sont plutôt enfantins, des grands yeux, et pourtant à qui on attribue un corps très sexualisé. Donc, en ce sens, être kawaii, ça veut aussi dire être désirable. Et parfois, ça va encore plus loin, certains mangas développent des figures de type Lolita. Donc des personnages avec des apparences enfantines intégrés directement dans des logiques de séduction. Et là, on n'est plus seulement dans de la sexualisation, on est dans une confusion entre enfance et sexualité. On retrouve déjà ces codes même dans certains contenus destinés aux enfants. Pourtant t'es pas tout à fait comme moi, t'as même l'air beaucoup plus faible que moi. Mais je suis une fille, c'est normal quoi. Et à force d'être répétées, ces images finissent par devenir des standards. Un corps très fin, très sexualisé et surtout impossible à atteindre. Donc la vraie question c'est, qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes filles à courir après un corps qu'elles n'auront littéralement jamais. Et ce débat ne vient pas seulement des spectateurs, il a aussi été porté au niveau international. L'ONU a déjà alerté le Japon quant à certains de ses contenus, notamment ceux qui sexualisent des personnages mineurs. Parce que ce genre de représentation peut banaliser des violences et normaliser des images problématiques. Et d'ailleurs, il y a même un flou juridique qui existe autour de cette règle, puisque les images réelles ont été interdites, mais pas les images dessinées. Donc là, on voit bien que ça dépasse complètement la fiction, on est vraiment dans des normes sociales, et ça, c'est hyper important pour la suite, parce que ça montre que la mode dans les animés, elle fait pas que représenter, elle l'influence. Pour comprendre pourquoi les vêtements sont aussi importants au Japon, on va revenir un peu en arrière. À l'époque Edo, les vêtements étaient strictement réglementés. Tu ne pouvais absolument pas t'habiller comme tu voulais, les motifs, les couleurs, les tissus dépendaient littéralement de ta classe sociale. En gros, ton apparence disait directement ta place dans la société. Mais il y a un problème, c'est que toutes ces règles empêchaient les gens d'être trop extravagants. Et donc, ils ont trouvé une autre manière de s'exprimer, dans les détails. Dans une certaine manière de nouer le kimono, dans une texture particulière ou encore dans un motif caché à l'intérieur d'un vêtement. Le vêtement donc devient un langage discret. Puis arrive l'ère Meiji. Le Japon s'ouvre à l'Occident et les choses changent. Les vêtements européens apparaissent et les influences se mélangent et ça change complètement la logique. Parce que jusqu'à là, rappelez-vous, les vêtements servaient uniquement à décrire ta place dans la société. Alors que maintenant, les vêtements peuvent te permettre de te construire une identité.
Et c'est exactement cette logique qu'on retrouve dans les animés aujourd'hui, des styles hybrides, des influences mélangées et des identités construites visuellement. Mais avant même de parler d'animés, il faut parler des mangas, parce que la mode y joue un rôle très important, notamment dans les mangas shoujo. Les mangas shoujo sont destinés à un public jeune féminin et ils sont souvent publiés dans des magazines. Et ces magazines sont particuliers parce qu'ils contiennent pas seulement des histoires, ils contiennent aussi des conseils de vie, des tendances, des idées de look. Donc on ne fait pas que lire une histoire, on apprend à s'habiller et ça a un impact direct puisque les lectrices s'inspirent directement des personnages. Elles reproduisent leur make-up, leurs accessoires, leurs outfits. Le manga devient presque un guide de mode. Mais à partir des années 70, il y a un tournant. Avant, les jeunes fabriquaient leurs vêtements et progressivement, elles se mettent à les acheter. Et ça change tout. Parce que parallèlement, les magazines de mode prennent eux aussi de plus en plus d'ampleur. Des magazines comme Hanan montrent concrètement comment t'habiller dans la vraie vie. Donc là, les mangas ne sont plus seuls et ils doivent s'adapter. À ce moment-là, les mangas commencent à intégrer les tendances des styles occidentaux, des inspirations Ivy League et des esthétiques kawaii. Ils deviennent donc un relais de la mode, mais ce n'est pas encore le plus gros changement. Dans les années 80-90, il se passe quelque chose d'encore plus important, les magazines prennent complètement le dessus. Ce ne sont plus les mangas qui dictent les styles, mais bien les magazines. Les mangas changent alors complètement de rôle, avant ils disaient « voilà comment t'habiller », alors que maintenant ils essayent plutôt de raconter la mode. Et c'est là qu'arrive Paradise Kiss d'Ai Yazawa. Dans ce manga, on ne suit pas juste des personnages bien habillés, on suit des étudiants en école de mode, on les voit créer, expérimenter, se chercher. La mode devient un sujet. Et ça, c'est une transformation majeure parce que avant, on passe d'un manga qui décrit à un manga qui réfléchit à la mode. Et tout ça, on va le voir concrètement dans certains animés. Dans Nana, la mode sert directement à comprendre les personnages et leur monde. Dans les années 90, la mode occidentale est encore difficile d'accès au Japon, il y a un vrai écart culturel et c'est ce que va combler Ai Yazawa. Plutôt que de reproduire des styles japonais, elle s'inspire fortement de la mode occidentale, notamment avec Vivienne Westwood, mais aussi avec d'autres styles variés comme le punk, le visual kei, le style Lolita ou encore la mode à la française avec des inspirations Chanel. À l'époque, dans beaucoup d'animés ou de mangas, les personnages portaient une tenue fixe pour être reconnaissables. Yazawa va complètement casser cette logique puisque dans Nana, les personnages changent de vêtements tous les jours, comme dans la vraie vie, et donc ça rend le personnage beaucoup plus réel et surtout ça permet de voir son évolution au fil du temps. Si on prend le personnage de Nana Osaki par exemple, on voit qu'elle adopte un style punk très marqué. Elle porte beaucoup de cuir noir, de bottes, de maquillage sombre. Elle porte des pièces directement inspirées des collections Vivienne Westwood, notamment des accessoires emblématiques comme le symbole de l'orbe. Dans son style, absolument chaque détail compte. Il y a des imprimés léopards, des pantalons skinny, des superpositions de vêtements. Il n'y a rien qui n'est laissé au hasard. Et même lorsqu'un personnage porte un costume plus classique, il est toujours détourné, associé à une coupe de cheveux particulière, des accessoires ou une attitude qui change complètement sa signification. Chez Nana Osaki, le vêtement il devient donc une extension directe de sa personnalité. Il exprime ses goûts, son rapport au monde, son appartenance à une culture musicale aussi, mais il exprime aussi ses contradictions. Son style très affirmé peut aussi fonctionner comme une protection, une manière de garder une distance avec les autres. A l'inverse, Hachi, elle a un style qui est beaucoup plus changeant. Hachi, elle va plutôt porter des vêtements qui sont doux, des tenues féminines, mais elle a aussi un style qui va changer et être influencé en fonction de son entourage. Ses choix vestimentaires, ils vont évoluer en fonction de sa vie, en fonction de ses relations amoureuses, de son environnement, de ses émotions. Par exemple, lorsqu'elle rentre dans une relation plus sérieuse, ses vêtements deviennent entre guillemets plus adultes, plus conformes en tout cas à ce qu'on attend d'elle. Contrairement à Nana, son style ne la protège pas, il montre qu'elle est influencée directement par les autres. Ce qui rend Nana unique, c'est l'attention extrême portée aux détails. Dans cet animé, la mode ne se limite absolument pas aux vêtements. Ça passe aussi par la coiffure, le maquillage, les accessoires, l'attitude. Tout participe à créer une identité complète. Et donc ça permet de différencier les personnages même lorsqu'ils appartiennent à un même univers comme le punk. Dans Nana, la mode permet de comprendre qui sont les personnages, comment ils évoluent et quelles sont leurs places dans la société. Le style est inspiré de modes existantes, même s'il est bien sûr retravaillé et stylisé, mais cette logique va profondément être transformée dans d'autres animés.
Avec Sailor Moon, le vêtement ne sert plus uniquement à représenter une identité qui est déjà existante, il sert à devenir un outil de transformation. Là où Nana montre comment les individus s'inscrivent dans leur société à travers leurs vêtements, Sailor Moon propose une idée différente, montrer comment les vêtements peuvent permettre de changer de rôle, de statut, voire même de nature. Dans Sailor Moon, le vêtement ne décrit pas, il transforme. Le personnage principal, Usagi, est une élève normale, mais dès qu'elle se transforme, elle devient une héroïne. Du coup, le vêtement ne décrit pas simplement qui elle est, il lui permet littéralement de changer d'identité. Son costume reprend l'uniforme scolaire japonais, mais il est transformé, stylisé, rendu puissant. L'identité devient donc modulable, et ce qui est intéressant, c'est que cette transformation passe par des éléments très précis. Des accessoires, du maquillage, des objets. On peut y voir un parallèle avec la mode où l'apparence et les objets permettent aussi de se transformer. Mais il y a une ambiguïté. Sa transformation met en scène le corps. Le personnage est puissant mais aussi regardé. Son corps est stylisé, mis en scène, parfois idéalisé, et ça pose une vraie question, comment représenter la puissance féminine sans la réduire à une image. Là où Jojo est différent, c'est que la mode ne permet plus seulement de montrer le personnage, elle le crée. L'esthétique de Jojo s'inspire ouvertement de la haute couture. Contrairement à d'autres animés, les vêtements ne cherchent pas à être réalistes ou pratiques, au contraire, ils sont exagérés, stylisés, presque théâtraux. Inspirés de Mugler, Dior, Versace ou directement de magazines comme Vogue ou Harper's Bazaar, les personnages ressemblent littéralement à des mannequins vivants. Ils prennent des poses, sont figés comme sur un podium et leur tenue rappelle directement celle de la haute couture. Mais attention, Jojo ne s'inspire pas de la mode, il la reprend et il la transforme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Jojo, chaque détail du vêtement sert à construire le personnage. Par exemple, Joseph change beaucoup de style au fil du temps, ce qui montre son évolution psychologique. Au début, il porte des vêtements plutôt légers, avec des accessoires qui sont visibles, ça montre son énergie, sa jeunesse, et plus tard, on va le voir avec des manteaux plus lourds, des couleurs sombres, qui montrent plutôt une certaine maturité. Jotaro, lui, il incarne par son style la rébellion. Il détourne complètement l'uniforme scolaire par un manteau long, une chaîne métallique, des proportions exagérées. D'ailleurs, même son chapeau fusionné avec ses cheveux montre que l'apparence dans Jojo n'est pas réaliste, elle est pensée pour marquer visuellement. Giorno, lui, incarne le contrôle et la vulnérabilité avec ses costumes ajustés, ses couleurs pastel, ouverture au niveau de la poitrine, des motifs symboliques. Et enfin, le style de Jolene représente la force et la féminité. Elle porte plutôt des vêtements moulants avec des découpes, des motifs de papillons, des couleurs qui sont aussi vives. Et surtout, les codes de genre sont mélangés. Les personnages masculins portent souvent des crop tops, des vêtements moulants, des motifs floraux, plutôt normalement associés à des femmes, alors que les personnages féminins, eux, ont plutôt des silhouettes puissantes, fortes et structurées. Bref, dans Jojo, le genre devient un élément de style. Si Nana montre comment on peut exister en société, Sailor Moon montre comment on peut se transformer, Jojo va encore plus loin en montrant comment on peut imaginer d'autres façons d'être. Et l'influence de Jojo ne se limite pas à l'animé, puisqu'en 2011, Gucci a collaboré avec Hirohiko Araki pour une expo, et il y a même des célébrités qui se sont aussi inspirées directement de cet univers, avec par exemple l'outfit inspiré de Jojo du mannequin Alton Mason au Met Gala 2025. La frontière entre animé et mode, elle devient donc de plus en plus floue, et d'autant plus que la mode des animés ne se limite même plus à la fiction, étant donné qu'on la retrouve aussi dans la vraie vie, notamment avec Harajuku au Japon, ou alors encore avec le cosplay par exemple. Ce qu'on voit à l'écran devient réel, ça devient une manière de s'exprimer, et parfois même de changer d'identité et de s'éloigner des normes sociales. Aujourd'hui, l'animé arrive dans le luxe. Coach a collaboré avec Naruto, Loewe avec le studio Ghibli, Longchamp a intégré Pikachu sur ses sacs en cuir, Gucci avec Doraemon. Bref, ce n'est plus anecdotique, c'est bien stratégique. Et le résultat de ces collabs? Les collections se vendent immédiatement, on les retrouve même en revente à des prix beaucoup plus élevés, et même les sacs en papier deviennent des objets de collection. Mais il y a un paradoxe, le luxe est exclusif alors que l'animé est accessible, et pourtant les deux se rencontrent. Pourquoi ? Parce que le luxe a besoin d'émotions et l'animé lui en apporte. Aujourd'hui, on n'achète plus seulement un objet, on achète son storytelling, on achète toute l'histoire autour de l'objet. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, on place un personnage connu du monde entier comme Totoro sur des sacs vendus à des prix extrêmement chers, et c'est justement ce décalage qui crée du désir. Mais si ça fonctionne autant aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est parce que le statut de l'animé, il a changé. Pendant longtemps, il a été considéré comme enfantin en Occident, mais avec des plateformes comme Crunchyroll ou alors des œuvres comme Death Note ou alors Full Metal Alchemist Brotherhood, cette perception a évolué. Et l'animé est aujourd'hui reconnu comme un médium culturel à part entière. Et au fond, ces collaborations posent une question: qui influence qui ?
Est-ce que le luxe utilise l'animé ou est-ce que l'animé transforme profondément le luxe? À première vue, on pourrait répondre que ce sont les marques qui dominent. Ce sont elles qui fixent les prix, qui gèrent l'image, qui décident des collabs. Donc l'animé est utilisé comme un simple outil marketing. Mais en réalité, c'est un peu plus profond que ça. Parce que si les marques de luxe se tournent autant vers les animés, c'est parce qu'elles en ont besoin. Le luxe traditionnel repose sur des codes anciens, héritage, exclusivité, rareté. Mais ces codes parlent de moins en moins à la nouvelle génération qui, elle, attache plus une importance à la connexion culturelle, au storytelling, aux émotions. Et c'est exactement ce que l'animé apporte. Donc au final, l'animé ne se contente pas d'être juste récupéré. Il transforme profondément le luxe en le faisant passer d'un luxe qui est basé sur le prestige à un luxe qui est basé sur l'attachement émotionnel. Au final, la mode dans les animés n'est pas juste esthétique. Elle construit, elle influence, elle raconte, mais elle impose aussi des normes. Et aujourd'hui, ces normes sortent de la fiction et influencent le réel. Au final, la mode dans les animés ne fait pas que représenter le monde, elle participe à le construire. J'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire, à liker, à t'abonner, comme d'hab. On se retrouve très bientôt pour un prochain Fit and Fact, et en attendant tu peux me suivre sur mes réseaux. Bye!